Chapitre 1. La porte de la prison. Une foule d'hommes barbus, en vêtements de couleur triste et chapeaux gris à haute calotte en forme de pain de sucre, mêlés de femmes, certaines portant capuchon, d'autres la tête nue, se tenaient assemblés devant un bâtiment de bois dont la porte aux lourdes traverses de chêne était cloutée de fer. Quel que soit le royaume d'utopie qu'ils aient, à l'origine, projeté de construire en vue de la vertu et du bonheur des hommes, les fondateurs d'une colonie ont invariablement dû placer au premier rang de leurs obligations pratiques la nécessité d'allouer à un cimetière un morceau du terrain vierge où ils allaient bâtir et un autre morceau à l'emplacement d'une prison. En conséquence de cette règle, on peut être assuré que les ancêtres de Boston ont construit la première prison de leur ville dans le voisinage de Cornhill, avec tout autant d'à-propos qu'ils creusèrent dans le lotissement d'Isaac Johnson, cette première tombe autour de laquelle devaient venir se grouper ensuite toutes les tombes du cimetière de King's Chapel. Et quelques 15 ou 20 ans après la fondation de la colonie, la prison portait sûrement déjà les traces du passage des saisons, et d'autres marques encore de vieillesse qui assombrissaient un peu plus sa morne façade couleur de hanneton. La rouille des pesantes serrures de sa porte de chêne avait l'air plus ancien que n'importe quoi d'autre dans le Nouveau Monde. Comme tout ce qui touche au crime, elle semblait n'avoir jamais eu de jeune temps. Devant le vilain édifice, et le séparant de l'ornière des roues de charrette qui traçaient la rue, il y avait un carré tout envahi de chardons, de chiens-dents, de bardanes. Ces mauvaises herbes trouvaient évidemment quelque chose de conforme à leur nature dans un sol qui avait porté de si bonne heure cette fleur maudite de la société civilisée qu'est une prison. Mais d'un côté du portail et presque sur le seuil du bâtiment sinistre, un rosier sauvage avait pris racine. Il était, en ce mois de juin, tout couvert de ces fleurs délicates. Et ces fleurs pouvaient passer pour offrir leur parfum et leur beauté fragile aux prisonniers qui entraient ou aux condamnés qui sortaient pour marcher vers son destin, prouvant ainsi combien le cœur généreux de la nature savait être indulgent. Grâce à un heureux hasard, ce buisson de roses a été conservé par l'histoire. Mais a-t-il simplement survécu à l'austère vieille végétation sauvage, aux pins et aux chênes gigantesques, depuis si longtemps abattus, qu'il aurait ombragé à sa naissance ? Ou jaillit-il, comme certaines autorités le donnent à croire, sous les pas de la sainte Anne Hutchinson, alors qu'elle franchissait la porte de la prison? Nous ne prendrons pas sur nous d'en décider. Le trouvant juste au seuil de notre récit, qui va tout à l'heure se mettre en route de derrière cette porte de mauvais augure, nous ne pouvions guère faire autrement que de cueillir une de ces roses pour la tendre au lecteur. Elle symbolisera, espérons-le, une fleur rédemptrice qui pourrait peut-être doucement poindre chemin faisant, ou tout au moins éclairera une bien sombre histoire de faiblesse et de douleur humaine. Chapitre 2. La place du marché. Sur le carré d'herbe devant la prison, stationnait donc certains matins d'été, il n'y a pas moins de 2 siècles, une foule assez nombreuse d'habitants de Boston qui tenaient tout leur regard fixé sur la porte de chêne cloutée de fer. Chez un autre peuple, ou à une période plus avancée de l'histoire de la Nouvelle-Angleterre, la rigidité farouche qui pétrifiait les visages de ces bonnes gens eût donné à penser qu'un événement horrible allait avoir lieu. Elle n'eût présagé rien de bon que l'exécution d'un criminel notoire, condamné par une sentence légale qui n'aurait fait que confirmer le verdict du sentiment populaire. Mais en ces premiers temps de la rigueur puritaine, on ne pouvait aussi indubitablement tirer une conclusion de ce genre. Peut-être était-ce un esclave paresseux ou un enfant indocile que maître ou parent avait remis entre les mains des autorités afin qu'il subît le châtiment du fouet. Peut-être était-ce un antinomien, un quaker ou un autre hérétique que l'on allait chasser hors de la ville à grandes volées de verges. Ou encore un rôdeur indien rendu fou par l'eau de feu des hommes blancs qui avait fait scandale par les rues et allait être rejeté, le corps tout zébré de coups, dans l'ombre de la forêt. Peut-être était-ce bel et bien une sorcière, comme vieille dame Hibbins, l'acrimonieuse veuve du magistrat, qui allait être pendue haut et court. Dans n'importe lequel de ces cas, la même solennité aurait, à une très légère nuance près, caractérisé l'attitude des spectateurs.
Elle était tout à fait de mise chez des gens pour qui la religion et la loi ne faisaient autant dire qu'une seule et même chose, à laquelle les individus adhéraient si absolument que les mesures de discipline publique, de la plus bénigne à la plus rigoureuse, revêtaient toutes un caractère d'horreur sacrée. Maigre et froide en vérité, la sympathie qu'un coupable pouvait en ces temps espérer des assistants groupés autour d'un échafaud. Par contre, une punition, qui comporterait de nos jours sa dose de raillerie humiliante et de ridicule, pouvait être alors investie d'une aussi austère dignité que la peine de mort elle-même. Un détail est à noter au sujet de l'assemblée qui était en attente devant la prison, par ce matin d'été du début de notre histoire. Les femmes qui se trouvaient dans la foule, et en assez bon nombre, semblaient prendre un intérêt spécial à la peine qui allait être infligée. L'époque n'était pas tellement raffinée pour qu'un sentiment de convenance allât empêcher les porteuses de cottes et de vertus gadins de frayer un chemin à leurs non minces personnes parmi les foules massées au pied des échafauds. Au moral comme au physique, ces matrones et ces jouvencelles relevaient de la vieille Angleterre par la naissance et l'éducation. Elles avaient la fibre plus épaisse que leurs belles descendantes, que 6 voire 7 générations séparent d'elles aujourd'hui. Tout au long de cette lignée, chaque mère a transmis à sa fille un incarnat plus pâle, une beauté plus éphémère, une structure physique plus fragile, sinon une force de caractère moindre. Ces femmes, qui attendaient devant la prison, ne se trouvaient pas éloignées de plus d'un demi-siècle des temps où la masculine reine Élisabeth n'était pas un type tellement peu représentatif de son sexe. Elles étaient ses compatriotes. Le roast-beef et la bière de leur pays natal et un régime moral tout aussi peu raffiné entraient largement dans leur composition. L'étincelant soleil matinal brillait par conséquent sur des épaules larges et des bustes opulents, sur des joues rondes et rouges qui s'étaient épanouies dans les lointaines et n'avaient pâli et maigri qu'à peine dans le climat de la Nouvelle-Angleterre. Il régnait en outre dans la conversation de ces matrones, car la plupart paraissaient telles, une vigueur qui nous effarerait aujourd'hui, tant par la rudesse des termes que par le volume des voix. « Voisine !» déclara une quinquagénaire au trait dur. « Laissez un brin que je vous dise mon avis. Pour moi, il serait bel et bon pour la communauté qu'on s'en remît à nous autres, femmes d'âge et fidèles bien réputées de l'Église, du soin de punir des pécheresses comme cette Esther Prynne. Que vous en semble, mes commères ? Si cette coquine avait passé en jugement devant nous autres 5 que voici, s'en fût-elle tirée avec la sentence que rendirent nos dignes magistrats ? Par ma foi, je gage bien que non. J'ai ouï dire, remarqua une autre, que son pieux pasteur, le révérend Dimmesdale, prend fort grièvement à cœur que pareil scandale ait éclaté parmi les brebis de son troupeau. Les magistrats sont de bons seigneurs, craignant Dieu, mais trop cléments de beaucoup, commenta une troisième dame en son automne. Ils auraient à tout le moins dû lui marquer le front au fer rouge. Madame Esther aurait alors, par ma foi, tressauté un brin, tandis qu'elle ne se souciera mis, l'effrontée drôlesse, de ce qu'ils lui pourront mettre au corsage. Vous verrez qu'elle l'ira sceller d'une broche ou autre ornement de païenne et marchera ensuite par les rues aussi pimpante que devant. « Ah, mais, protesta avec plus de douceur une jeune femme qui tenait un enfant par la main. Elle aura beau sceller la marque à sa fantaisie, elle pâtira toujours dessous d'une brûlure au cœur. Ouais, que devisons-nous de marques et de brûlures sur le corps de sa robe ou la peau de son front ? Cria la plus laide en même temps que la plus impitoyable de ses spectatrices, en train de s'ériger en tribunal. Cette femme a attiré la honte sur nous toutes et bien mériterait la mort. N'y a-t-il point de loi qui les condamne ? Si fait, et tant en l'écriture qu'en notre code. Que les magistrats qui n'ont su l'appliquer ne s'en prennent qu'à eux, si leurs épouses et leurs filles demain sortent du droit chemin. Miséricorde, ma commère, s'écria un des hommes de la foule. N'y a-t-il donc pas de vertu en la femme, hors celle qu'inspire la sainte terreur du gibet ? Voici bien la plus âpre parole. Mais paix à présent, voisine, car la clé tourne dans la serrure et madame Esther va sortir en personne. La porte de la prison ayant été grande ouverte de l'intérieur, on vit d'abord apparaître, telle une ombre noire se montrant au soleil, la sinistre silhouette du prévôt.
Épée au côté et baguette à la main, ce personnage préfigurait par son aspect l'écrasante sévérité de la loi puritaine qu'il entrait en son rôle d'appliquer au vif de la personne du coupable. Il étendit sa baguette officielle de sa main gauche et posa sa main droite sur les épaules d'une jeune femme qu'il fit de la sorte avancer jusqu'à ce que, parvenue au seuil de la prison, elle le repoussa, d'un geste empreint de dignité naturelle et de force de caractère, pour sortir à l'air libre comme sa propre volonté. Elle portait dans ses bras un enfant, un nouveau-né de 3 mois, qui clignait des yeux et détournait son petit visage de la trop vive lumière du jour, car son existence ne lui avait jusqu'alors fait connaître que la pénombre d'un cachot ou de quelque autre sombre appartement de la prison. Quand la jeune femme, la mère de l'enfant, se trouva pleinement exposée à la vue de la foule, son premier mouvement fut de serrer étroitement le nouveau-né contre elle. Ceci, moins par tendresse maternelle que pour dissimuler certaines marques sur sa robe. L'instant d'après, jugeant sagement qu'un des signes de sa honte ne servirait que bien mal à cacher l'autre, elle prit l'enfant sur son bras. Puis, avec une rougeur brûlante et pourtant un sourire hautain, elle leva sur les habitants de la ville le regard de quelqu'un qui n'entend pas se laisser décontenancer. Sur le corsage de sa robe, en belle étoffe écarlate et tout entourée des arabesques fantastiques d'une broderie au fil d'or, apparut la lettre A. C'était si artistiquement ouvré, avec une telle magnificence, une telle surabondance de fantaisie, que cela faisait l'effet d'un ornement des mieux faits pour mettre la dernière main au costume que portait la jeune femme, lequel répondait par sa splendeur au goût de l'époque, mais outrepassait de beaucoup les limites permises par les lois somptuaires de la colonie. La jeune femme était de haute taille, avec une silhouette de parfaite élégance en ses imposantes dimensions. Elle avait d'abondants cheveux bruns, si soyeux qu'ils reflétaient les rayons du soleil, et un visage qui, en plus de la beauté des traits et de l'éclat du teint, frappait par l'ampleur du front et de profonds yeux noirs. Elle avait l'allure d'une grande dame aussi, d'après les canons de la noblesse, d'abord caractérisée par une certaine dignité majestueuse, plutôt que par l'indescriptible grâce évanescente qui est à présent reconnue pour en être l'indice. Et jamais Esther Prynne n'avait eu autant l'air d'une grande dame dans cette ancienne acception du terme que lorsqu'elle sortit de prison. Ceux qui la connaissaient avant et avaient compté l'avoir ternie par les nuages du désastre furent stupéfaits et même troublés en voyant combien sa beauté était éclatante et transformait en halo l'ignominie et le malheur qui l'entouraient. Il est vrai qu'aux yeux d'un spectateur très sensible, quelque chose d'exquisement douloureux aurait pu paraître s'y mêler. Les vêtements qu'elle avait façonnés pour ce jour en prison paraissaient exposer son état d'esprit, révéler une sorte d'insouciance désespérée par la vive originalité de leurs détails. Mais ce qui attirait tous les regards et transfigurait en quelque sorte la femme ainsi vêtue, si bien qu'hommes et femmes de son ancien entourage étaient à présent frappés comme s'ils la voyaient pour la première fois, c'était la lettre écarlate, si fantastiquement brodée sur son sein. Elle faisait l'effet d'un charme qui aurait écarté Esther Prynne de tous rapports ordinaires avec l'humanité et l'aurait enfermée dans une sphère pour elle seule. « Elle est bonne ouvrière d'aiguille, pour sûr, » remarqua une des spectatrices. « Mais y eut-il jamais femme avant cette effrontée coquine pour faire montre de pareille adresse en pareille occasion ? Ça, voisine, n'est-ce point là façon de se gausser de nos magistrats en se faisant gloire de ce que ces dignes seigneurs entendaient être punition ?» « On ferait bien, » marmotta celle de ces matrones qui avait le plus implacable visage, « d'arracher cette belle robe des belles épaules de dame Esther. Et quant à la lettre écarlate, qu'elle a si curieusement ouvrée, je donnerais un bout de ma vieille flanelle à rhumatisme pour en faire une plus séante. »« Oh, paix, voisine, paix !» murmura leur jeune compagne. « Qu'elle n'aille surtout pas nous entendre. Il n'est pas un point de cette lettre brodée qui ne lui ait percé le cœur. » Le sinistre prévôt fit, à ce moment, un geste de sa baguette. « Place, bonnes gens, au nom du roi, faites place !» cria-t-il. « Livrez passage et je vous promets que madame Esther Prynne sera placée là où hommes, femmes et enfants la pourront bien voir, en son brave appareil,
de 7 heures à 1 heure après-midi. Bénie soit la vertueuse colonie de Massachusetts, où l'impureté est traînée au grand jour. Venez, Madame Esther, faites voir votre lettre écarlate sur la place du marché. Un chemin fut alors ouvert parmi la foule des spectateurs. Précédée par le prévôt et suivie par une procession désordonnée d'hommes au front sévère et de femmes au visage dur, Esther Prynne se dirigea vers le lieu de son châtiment. Une foule d'écoliers curieux et surexcités, qui ne comprenaient pas grand-chose à l'affaire, sinon qu'elle leur valait une demi-journée de vacances, la précédèrent en courant sans cesser de tourner la tête pour la regarder, ainsi que l'enfant qui clignait des yeux dans ses bras et que la lettre qui rougeoyait sur sa poitrine. Il n'y avait pas en ce temps-là grande distance entre la porte de la prison et la place du marché. À la prisonnière, cependant, le parcours parut très long, car, pour hautaine que fût sa contenance, chaque pas que faisaient les gens qui se pressaient autour d'elle lui était une agonie, comme si son cœur avait été jeté dans la rue pour être piétiné par tous. Il y a toutefois, en notre nature, une merveilleuse, une miséricordieuse disposition qui veut que nous ne nous rendions jamais compte de l'intensité d'une souffrance pendant que nous l'endurons, mais ensuite seulement, d'après les élancements que nous en laisse le contre-coup. Ce fut donc d'un air qui pouvait passer pour serein qu'Esther Prynne supporta cette partie de son épreuve et parvint à l'extrémité ouest de la place du marché, devant une manière d'estrade dressée, semblait-il, à demeure, presque à l'abri du toit de la première église de Boston. Cette estrade faisait, en fait, partie d'une machine pénale qui, depuis 2 ou 3 générations, n'est plus pour nous qu'historique, mais qui était considérée dans l'ancien temps comme tout aussi efficace pour encourager les peuples à la vertu que le fut la guillotine parmi les terroristes de France. C'était, en bref, l'estrade d'un pilori. Au-dessus se voyait cet instrument, conçu de façon à emprisonner une tête humaine dans une étreinte étroite, afin de la maintenir face au regard du public. Cette carcasse de bois et de fer symbolisait les affres les plus cruelles de l'ignominie. Il semble bien, en effet, que quelle qu'ait pu être la faute d'un individu, il n'y a pas d'outrage qui aille plus à l'encontre de notre commune nature que celui qui interdit au coupable de cacher son visage sous le coup de la honte. Or, telle était l'essence de ce châtiment. Dans le cas d'Esther Prynne, cependant, comme dans d'autres assez fréquents, il y avait adoucissement. Son jugement la condamnait à se tenir un certain temps debout sur l'estrade, mais sans subir cette étreinte autour du cou, cet emprisonnement de la tête que permettait le diabolique engin. Connaissant bien son rôle, Esther gravit donc les degrés d'un escalier de bois et se trouva ainsi exposée au regard de la multitude, le plancher du pilori arrivant à hauteur d'épaules d'homme. S'il y avait eu un papiste parmi cette foule de puritains, la vue d'une femme aussi belle, si frappante par sa parure et son maintien, et qui tenait un enfant dans ses bras, aurait pu lui évoquer cette image divine de la maternité, que, rivalisant d'art, tant d'illustres peintres ont représenté. Il aurait vu, dans ce spectacle, quelque chose qui lui aurait rappelé, mais seulement par contraste, la mère sans péché dont l'enfant devait racheter le monde. Ici, la tâche du plus profond péché marquait une fonction entre toutes sacrée de la vie humaine, de sorte que le monde était plus avili encore par la beauté de cette femme et plus perdu l'enfant qu'elle avait porté. La scène n'était pas exempte de cette horreur profonde et comme religieuse que le spectacle de la culpabilité et de la honte d'un des leurs éveille chez les hommes avant que la société devienne assez corrompue pour que pareil spectacle fasse sourire au lieu de faire frémir. Les témoins de la disgrâce d'Esther Prynne en étaient à cette période de simplicité première. Ils étaient assez durs pour regarder mettre à mort cette femme sans élever un murmure contre une punition aussi implacable. Mais ils n'avaient pas cette insensibilité qui, à une autre étape de la vie sociale, n'aurait trouvé que matière à plaisanterie devant une exhibition pareille. Mais s'il y avait eu une tendance à tourner la chose en ridicule, elle eût été écrasée en germe par la présence solennelle de gens aussi haut placés que le gouverneur, le juge, un général et tous les pasteurs de la ville, assis ou debout sur un des balcons du temple et qui tous abaissaient leurs regards sur le plancher du pilori. Lorsque semblables personnages peuvent faire partie d'un spectacle de ce genre sans mettre en danger la dignité de leur fonction,
C'est un signe certain que l'application de toute sentence légale conserve toute sa portée et toute sa signification. Aussi, la foule était-elle sombre et grave. L'infortuné coupable faisait aussi bonne contenance que pouvait faire une femme sous le millier de regards qui pesaient impitoyablement sur elle, convergeaient sur le signe qu'elle portait. C'était presque intolérable. Impulsive et passionnée de son naturel, elle s'était raidie d'avance contre les venimeux coups de langue, les outrages d'une masse acharnée à l'accabler sous toutes les variétés de l'insulte. Le maintien grave du public avait quelque chose de tellement plus terrible qu'elle aurait plutôt souhaité, à présent, voir tous ces visages défigurés par des grimaces de raillerie. Si un gros rire avait éclaté dans la multitude, un rire que chaque homme, chaque femme, chaque voix aiguë d'enfant aurait grossi, Esther Prynne aurait pu le leur revaloir à tous par un amer sourire de dédain. Tandis que, sous la coulée de plomb de l'opprobre qui lui était infligée, elle avait par moments l'impression qu'il lui allait falloir crier de toute la force de ses poumons ou se jeter du haut de l'estrade sur le sol si elle ne voulait pas devenir folle. Il y avait pourtant des moments où la scène dont elle faisait les frais semblait s'effacer devant ses yeux, ou ne lui apparaître qu'indistinctement, comme une masse d'images floues et spectrales. Son esprit était alors d'une activité surnaturelle. Sa mémoire ne cessait de lui rappeler d'autres décors que cette rue mal dégrossie, d'une petite ville posée aux confins des sauvages solitudes du Nouveau Monde. D'autres visages que ceux qui la regardaient en fronçant les sourcils, sous les bords des chapeaux à haute calotte. Des épisodes tout à fait insignifiants, des souvenirs d'enfance, de journées d'école, de jeux, de querelles avec ses compagnes, des détails de sa vie de jeune fille à la maison, lui revenaient à profusion, se mélangeaient à des réminiscences de ce qu'il pouvait y avoir de plus grave dans la suite de sa vie. Chaque image était exactement aussi précise que les autres, comme si toutes avaient la même importance ou comme dans une pièce de théâtre. Peut-être était-ce un stratagème improvisé par son esprit afin de se libérer, grâce à cette évocation fantasmagorique du fardeau cruel d'une réalité si dure. Qu'il en eût ou non été ainsi, l'estrade du pilori devenait, en ces instants-là, un poste d'observation du haut duquel Esther Prynne avait vu sur tout le chemin qu'elle avait parcouru depuis son enfance heureuse. Debout sur cette misérable éminence, elle revoyait son visage natal dans la vieille Angleterre et la maison paternelle. Une maison délabrée en pierre grise, qui semblait frappée par la pauvreté, mais qui conservait un écusson à demi effacé au-dessus de sa porte, en signe de son antique noblesse. Elle voyait le visage de son père avec son front hardi, et la respectable barbe blanche qui tombait sur sa fraise à la mode du temps d'Élisabeth. Elle voyait aussi le visage de sa mère avec cette expression de tendresse vigilante et anxieuse qu'il conservait toujours dans son souvenir, qui, si souvent depuis que cette mère était morte, avait élevé l'obstacle d'un doux reproche sur son chemin. Elle voyait son propre visage, son visage de jeune fille, rayonnant de beauté et illuminant les profondeurs du sombre miroir où elle avait l'habitude de le contempler. Puis elle apercevait un autre visage encore, celui d'un homme assez avancé en âge, pâle, maigre, avec des traits de savant, des yeux affaiblis et rougis par la lumière des lampes qui lui avaient permis d'étudier si longuement de si gros livres. Pourtant, ses yeux en mauvais état avaient un étrange pouvoir de pénétration quand l'homme qui les possédait entendait lire dans une âme humaine. Ce personnage fait pour se cloîtrer dans l'étude était, l'imagination féminine d'Esther ne manquait pas de s'en souvenir, légèrement déformé, avec son épaule gauche un peu plus haute que la droite. Puis, dans la galerie de tableaux de sa mémoire, venait à surgir le réseau embrouillé des rues étroites. Les hautes maisons grises, les vastes églises et les vieux édifices publics, à l'étrange architecture de la ville du continent, où l'avait attendue cette vie nouvelle dont faisait partie le savant contrefait. Une vie nouvelle, mais qui se nourrissait d'éléments usés par le temps, telle une touffe d'herbe verte sur un mur en ruine. Pour finir, c'était, à la place de ces scènes changeantes, la raboteuse place du marché de la colonie puritaine qui revenait, avec tous les gens de la ville rassemblés pour river sur elle leurs regards sévères. Sur elle, oui, sur elle, Esther Prynne, debout, là, au pilori, un enfant sur ses bras et la lettre A,
fantastiquement brodée d'écarlate et d'or sur sa poitrine. Était-ce vrai? Était-ce donc possible? Elle serra si farouchement l'enfant contre sa poitrine qu'il poussa un cri. Elle baissa les yeux sur la lettre écarlate, la toucha même du doigt pour s'assurer qu'elle-même et l'enfant et sa honte étaient bien réels. Oui, ils étaient réels. Ils constituaient même ses seules réalités. Tout le reste avait disparu. Chapitre 3. La reconnaissance. La porteuse de la lettre écarlate fut ainsi soulagée de l'obsession de se sentir l'objet de l'implacable observation générale, en distinguant, aux confins de la foule, une silhouette qui prit irrésistiblement possession de ses pensées. Un Indien en costume du pays se tenait là. Or, les Peaux-Rouges n'étaient pas de si rares visiteurs de la colonie puritaine pour que la présence de l'un d'eux attirât l'attention d'Esther Prynne, et surtout la retint exclusivement en un moment pareil. À côté de l'Indien, et très évidemment en rapport avec lui, il y avait un blanc, vêtu d'un étrange costume, mi-parti européen, mi-parti indigène. Il était de petite taille, avec un visage sillonné de rides qu'on ne pouvait pourtant pas dire d'âge avancé. On lisait sur ses traits une intelligence remarquable, l'intelligence d'un homme qui aurait à tel point cultivé ses qualités mentales qu'elle ne pouvait qu'avoir repétri son aspect physique. Quoiqu'il eût tenté par un arrangement apparemment fortuit de son habillement hybride de dissimuler ou de diminuer cette particularité, il n'échappa point à Esther Prynne qu'une des épaules de cet homme était plus haute que l'autre. En apercevant cet étroit visage et cette légère difformité corporelle, Esther pressa de nouveau l'enfant contre sa poitrine, avec une force si convulsive que le pauvre petit poussa un autre cri de douleur. Mais sa mère ne parut pas l'entendre. En arrivant sur la place du marché, quelque temps avant qu'Esther ne l'eût vu, l'étranger avait fixé ses regards sur la femme au pilori, sans y prêter vraiment attention tout d'abord. En homme surtout accoutumé à regarder en lui-même, et pour qui événements, gens et choses du monde extérieur n'importent guère, à moins de se rattacher à une question occupant son esprit. Très vite, toutefois, son regard se fit alerte et pénétrant. Une expression d'horreur tordit ses traits, comme si un serpent s'était coulé sur son visage et y avait fait un petit arrêt, exposant à la vue les replis de ses contorsions. Son visage s'assombrit sous le coup d'une bouleversante émotion, mais qu'il maîtrisa si instantanément que, un bref instant excepté, son expression aurait pu passer pour être restée calme. Très vite, l'altération de ses traits devint presque imperceptible, s'enfonça, en quelque sorte, sous sa peau. Quand les regards d'Esther Prynne s'attachèrent aux siens, quand il vit que la femme au pilori avait l'air de le reconnaître, lentement, calmement, il leva le doigt et, après un geste fait en l'air, le posa sur ses lèvres. Puis, touchant à l'épaule un habitant de la ville debout à ses côtés, il lui adressa courtoisement la parole sur un ton conventionnel. « Messire, me voudriez-vous par grâce dire qui est cette femme là-bas et pourquoi elle se trouve exposée à cet affront public ? » « Il faut que vous soyez étranger en ces lieux, l'ami, » répondit l'habitant de la ville, en jetant un regard curieux sur l'homme qui lui posait cette question et sur le sauvage qui l'accompagnait. « Sans quoi vous eussiez certes oui parlé de madame Esther Prynne et de sa faute. Elle a, je vous assure, soulevé grand scandale en la paroisse du pieux révérend Dimmesdale, son pasteur. »« Vous dites bien, repartit l'autre, je suis étranger et viens de mener, fort à l'encontre de ma volonté, une vie vagabonde. Je fus en butte à male aventure, tant par mer que par terre, puis un long temps gardé en esclavage par les païens du Sud, et me voici à présent, ici mené par cet Indien pour être racheté de ma captivité. Vous plairait-il donc de me parler de cette Esther Prynne ? Ai-je bien compris son nom ? Et du crime qui la conduisit à cet échafaud là-bas ? Volontiers, l'ami, répondit l'habitant de la ville, et je gage qu'après tous vos tracas et un séjour chez les sauvages, il vous réjouira le cœur d'arriver en un pays
où le péché est traqué sans merci et puni à la face des chefs du gouvernement et du peuple. Apprenez donc, messire, que cette femme là-bas était l'épouse d'un homme fort docte, anglais de naissance, mais qui longtemps vécut à Amsterdam, d'où il décida de se venir joindre à nous autres colons de la Nouvelle-Angleterre. Pour ce, il fit embarquer son épouse avant lui, ayant été contraint de s'attarder en Europe. Or, depuis tantôt 2 ans que Madame Prynne habite Boston, nul n'a ouï nouvelle de son savant époux, et cette jeune femme, lassée aux mauvais conseils de sa nature... « Ah, ah, je vous entends, dit l'étranger, avec un amer sourire. Un homme aussi docte que vous dites eût dû avoir aussi appris en ses livres à redouter choses pareilles. Et qui serait, je vous prie, messire, le père de cet enfançon, de 3 ou 4 mois, je suppose, que Madame Prynne tient en ses bras? En vérité, l'ami, cette question reste une énigme, et le Daniel qui la déchiffrera est encore à venir, répondit l'habitant de Boston. Madame Esther s'est absolument refusée à parler, et nos magistrats se sont concertés en vain. Le coupable peut se trouver présentement ici, en personne, en train de regarder ce triste spectacle, innocent aux yeux des hommes et oubliant que Dieu le voit. Le docte Messire Prynne devrait venir tenter de percer ce mystère, fit remarquer l'étranger avec un autre sourire. Ce serait en effet son affaire, s'il est encore en vie, répondit l'habitant de Boston. Or donc, considérant que cette femme est jeune et belle et dut être grièvement tentée, et aussi que son époux doit être au fond de la mer, nos juges ne sont point allés jusqu'à lui appliquer la loi en toute sa rigueur, c'est-à-dire à la faire mettre à mort. Ils ont, en la miséricorde et bonté de leur cœur, condamné seulement Madame Prynne à 3 heures de pilori et à porter pour le reste de sa vie terrestre une marque infamante sur son sein. Ce fut sagement jugé, déclara l'étranger, inclinant la tête d'un air grave. Cette femme sera ainsi un sermon vivant contre le péché, jusqu'à ce que l'ignominieuse lettre soit gravée sur sa tombe. Mais il m'afflige toutefois que le complice de sa faute ne se trouve pas à son côté. N'importe, il sera découvert. Il le sera, oui, il le sera. Sur ce, l'étranger salua courtoisement son communicatif interlocuteur et, murmurant quelques mots à l'oreille de l'Indien, se fraya avec lui un chemin dans la foule. Tandis que cet entretien avait lieu, Esther Prynne, debout sur son piédestal, n'avait cessé de regarder l'étranger, avec une attention si intense que tout le reste du monde visible lui semblait par instants s'évanouir pour ne laisser subsister que cet homme et elle. Se trouver en tête-à-tête avec lui eût d'ailleurs été peut-être plus terrible encore que cette rencontre d'à présent, sous le soleil de midi qui brûlait Esther au visage et éclairait sa honte. Oui, mieux valait le rencontrer avec ce signe d'infamie sur la poitrine, avec cet enfant du péché dans les bras, avec toute une population rassemblée comme au jour d'une fête, pour ne pas quitter des yeux un visage qui n'aurait dû se laisser voir qu'aux tranquilles lueurs d'un foyer, ou sous le voile des matrones à l'église. Pour affreux que ce fût, Esther retirait un sentiment de protection de la présence de ces milliers de témoins. Mieux valait tant de gens entre eux que de se trouver face à face, tous les deux, seuls. Elle cherchait un refuge, pour ainsi dire, dans son exposition à tant de regards, et redoutait le moment où elle ne serait plus protégée par la multitude. Perdue dans ses pensées, elle n'entendit qu'à peine une voix qui s'élevait derrière elle, jusqu'à ce que cette voix eût plusieurs fois répété son nom, d'un haut ton solennel, qui parvenait distinctement aux oreilles de toute la foule. « Écoute, Esther Prynne, écoute !» disait la voix. Il a déjà été indiqué que, juste au-dessus de l'estrade où se trouvait Esther Prynne, s'élevait une sorte de balcon ou de galerie ouverte attenante à l'église. C'était de là que les proclamations étaient faites, avec tout le cérémonial que l'on observait alors en de pareilles circonstances. En ce jour, y avait pris place, pour assister à la scène que nous sommes en train de décrire, le gouverneur de l'État en personne, Messire Bellingham, avec 4 sergents, hallebardes au poing, comme garde d'honneur autour de son fauteuil. Il portait une plume noire à son chapeau, et sous son manteau cornait une bande de broderie, un pourpoint de velours noir. C'était un seigneur avancé en âge, avec une dure expérience du monde inscrite dans ses rides.
Il n'était pas mal choisi pour être le chef et le représentant d'une communauté qui devait son origine et son présent état de développement non aux élans de la jeunesse, mais à l'énergie austère et tempérée de l'âge mûr, et à la sombre sagacité du vieil âge qui peuvent accomplir tant de choses justement, parce qu'elles en imaginent et espèrent si peu. Les autres éminentes personnes qui l'entouraient se distinguaient par la dignité de maintien typique d'une époque où les manifestations de l'autorité participaient du caractère sacré des institutions divines. C'étaient, sans doute aucun, de bonnes gens équitables et réfléchis. Mais il eût été malaisé de choisir parmi tous les membres de la famille humaine un nombre égal de vertueuses personnes aussi peu capables de juger le cœur d'une femme égarée, d'y démêler le mauvais et le bon, que l'étaient ces prud'hommes de rigide apparence vers lesquels Esther Prynne tournait à présent son visage. Et sans doute, Esther Prynne se rendait-elle compte que ce qu'elle pouvait espérer de sympathie se trouvait seulement dans le cœur plus large et plus chaud de la foule, car en levant les yeux sur la galerie ouverte, la malheureuse pâlit et se mit à trembler. La voix qui avait attiré son attention était celle du révérend John Wilson, le doyen bien connu du clergé de Boston, grand savant comme la plupart de ses confrères l'étaient alors, et en sus homme d'esprit bienveillant. Cette dernière qualité n'avait pas toutefois été aussi développée en lui que ses dons intellectuels, et lui était, à vrai dire, plutôt un sujet de honte que de contentement de soi. Il se tenait debout, là-haut, sur le balcon, des boucles grises dépassant sa calotte, ses yeux gris, accoutumés à la lueur voilée de son cabinet de travail, clignant au grand soleil comme ceux de l'enfant d'Esther Prynne. Il avait l'air d'un de ces portraits gravés en sombre au frontispice des vieux recueils de sermons, et n'avait pas plus le droit que n'aurait eu une de ces images de venir se mêler, comme il s'apprêtait à le faire, d'une question de culpabilité, d'angoisse et de remords humains. « Esther Prynne, dit le clergyman, je me suis efforcé de persuader mon jeune confrère qui prêche la parole divine en la paroisse, dont ce fut ton privilège de faire partie. » Et ce disant, Messire Wilson posait la main sur l'épaule d'un pâle jeune homme debout à côté de lui. « Je me suis efforcé, dis-je, de persuader mon pieux confrère de prendre ton cas en main, ici, à la face du ciel, en présence de nos sages gouvernants et de tous ces gens assemblés, et de faire ressortir la bassesse et la noirceur de ta faute. Te connaissant mieux, il serait mieux à même d'avoir recours aux arguments les plus aptes à vaincre ton endurcissement, afin que tu ne taises pas plus avant le nom de celui qui t'a induit en tentation et si grièvement fait déchoir. Mais quoiqu'étant d'une sagesse bien au-dessus de ses années, il m'objecte, avec la trop grande sensibilité de la jeunesse, que ce serait faire offense à la nature même de la femme que de l'obliger à révéler les secrets de son cœur à la pleine lueur du jour et devant si grande multitude. Pourtant, ainsi que je le lui ai fait valoir et à présent répète, c'est en vérité dans la perpétration du péché et non dans l'aveu que gît la honte. Je lui pose encore une fois la question. Auquel de nous deux, frères, incombe le soin de cette pauvre âme pécheresse ? Un murmure s'éleva là-haut sur le balcon, parmi les dignitaires. Puis messire Bellingham, le gouverneur, en traduisit le sens, prenant la parole d'un ton autoritaire, tempéré cependant, par son estime pour le jeune pasteur auquel il s'adressait. « Mon bon révérend Dimmesdale, dit-il, la responsabilité du salut de cette femme relève de vous qui fûtes son pasteur. Il vous appartient donc de l'exhorter au repentir et à l'aveu qui en sera la preuve. » Cet appel direct attira les regards de toute la foule sur le révérend Dimmesdale, jeune pasteur venu d'une des grandes universités anglaises, apportant avec lui tout le savoir de l'époque en notre sauvage pays de forêt. Son éloquence et sa ferveur lui promettaient les places les plus hautes de sa profession. Il avait un aspect des plus frappants, avec son front vaste et bombé, de grands yeux bruns mélancoliques, une bouche qui, à moins qu'il ne s'obligeât à serrer les lèvres, avait tendance à des frémissements et révélait donc à la fois de la sensibilité nerveuse et beaucoup d'empire sur soi-même. En dépit de ses dons naturels et de ses vastes connaissances, il y avait chez ce jeune pasteur quelque chose de transi, d'inquiet, d'effarouché, l'air de quelqu'un qui se serait senti perplexe et tout à fait perdu sur les routes de l'existence humaine, qui ne pourrait se sentir à l'aise que dans une retraite bien à lui.
Aussi, dans la mesure où ses devoirs l'y autorisaient, ne foulait-il que les chemins de traverse les plus obscurs, gardant une simplicité d'enfant et faisant montre, lorsque les circonstances le contraignaient à se mettre au premier plan, d'une fraîcheur, d'une pureté de pensée telle que bien des gens se disaient émus par ses accents comme par ceux d'un ange. Tel était le jeune homme sur lequel le révérend Wilson et Messire Bellingham, le gouverneur, venaient d'attirer l'attention du public, en l'adjurant de sonder devant tous le mystère qu'est une âme de femme, même entachée par le mal. La situation délicate où il se trouvait ainsi mis retira le sang de ses joues et fit frémir ses lèvres. « Parle à cette femme, frère, dit le révérend Wilson. L'heure est d'importance pour son âme, et par conséquent, ainsi que le vient de dire messire le gouverneur, d'importance aussi pour la tienne qui en eut le soin. » Le révérend Dimmesdale baissa la tête comme pour une prière silencieuse, puis, s'avançant, se pencha au-dessus du balcon. « Esther Prynne, dit-il, en regardant fermement la femme dans les yeux, tu as entendu ce que cet homme pieux vient de dire, et tu vois la responsabilité sous laquelle je plie. Si tu sens que ce sera pour la paix de ton âme, que ton châtiment terrestre sera ainsi rendu plus efficace pour ton salut éternel, je t'adjure de dire le nom de celui qui partagea ta faute et partage aujourd'hui ta souffrance. Ne garde point le silence par suite d'une pitié ou d'une tendresse mal comprise envers cet homme. Car crois-moi, Esther, lui fallut-il présentement descendre d'un rang élevé pour aller se tenir près de toi, cela vaudrait mieux pour lui que de cacher un cœur coupable toute sa vie durant. Que peut-il faire pour lui en te taisant? Rien, hormis le tenter, que dis-je, l'obliger à joindre le péché d'hypocrisie au péché qu'il a commis déjà. Le ciel t'a accordé la grâce d'une expiation publique, afin que tu puisses remporter ensuite, au vu de tous, un éclatant triomphe sur le mal qui fut au-dedans de toi. Prends garde de ne point écarter de lui, qui n'a peut-être pas le courage de s'en saisir lui-même, la coupe amère mais bienfaisante offerte à tes lèvres. La voix du jeune pasteur était frémissante, entrecoupée, pleine de douceur profonde. Les sentiments qu'elle exprimait, par ses accents plutôt que par le sens des mots, la faisaient résonner dans le cœur des assistants. Tous vibraient à l'unisson d'une même sympathie. Jusqu'au petit enfant qu'Esther tenait dans ses bras, qui s'y montra sensible, car il dirigea son regard, jusqu'alors resté vague, vers le révérend Dimmesdale, et tendit ses petits bras avec un murmure à demi content, à demi plaintif. Enfin, cette adjuration sembla si puissante que la foule se sentit certaine qu'Esther Prynne allait prononcer le nom du coupable, ou que celui-ci, en quelque situation qu'il fût, allait éprouver une irrésistible impulsion intime et être contraint de gravir les degrés du pilori. Esther secoua la tête. « Femme, ne va point au-delà des limites de la clémence divine, s'écria le révérend Wilson, avec plus de sévérité qu'auparavant. Ce petit enfant a été doué d'une voix pour renforcer le conseil que tu viens d'entendre. Dis le nom. Cet aveu et ton repentir pourront faire disparaître un jour la lettre écarlate de ta poitrine. Jamais, répondit Esther, ne regardant pas le révérend Wilson, mais les yeux dans les yeux profonds et troublés de son jeune confrère. Elle y est trop avant marquée. Nul ne saurait plus l'enlever, et puissais-je endurer sa peine à lui en même temps que la mienne. Parle, femme, s'écria froide et sévère une autre voix qui venait, celle-ci, de la foule massée au pied du pilori. Parle, et donne un père à ton enfant. Je ne parlerai point, dit Esther, en devenant aussi pâle que la mort, mais contrainte de répondre à cette voix qu'elle ne reconnaissait que trop. Mon enfant devra chercher un père dans les cieux. Elle n'en aura jamais un sur terre. Elle ne parlera pas, murmura le révérend Dimmesdale, qui, penché sur la balustrade du balcon et la main pressée contre son cœur, avait attendu le résultat de son appel. Il se rejeta en arrière en aspirant profondément. Merveilleuse force et merveilleuse générosité d'un cœur de femme. Elle ne parlera pas. Devant l'intraitable état d'esprit de la pauvre coupable, le doyen du clergé, qui s'était soigneusement préparé pour l'occasion, adressa à la foule un discours sur le péché et ses pièges divers,
entremêlées de continuelles allusions à la lettre infamante. Pendant 1 heure et plus que ces périodes roulèrent au-dessus des têtes, il insista avec tant d'énergie sur cette marque symbolique qu'elle finit par empreindre de terreurs nouvelles les imaginations et parut emprunter sa couleur aux flammes du gouffre infernal. Esther, cependant, gardait sa place sur le piédestal d'infamie, le regard absent, avec un air las d'indifférence morne. Elle avait enduré ce matin tout ce que peuvent supporter des forces humaines, et comme son tempérament n'était pas de ceux qui échappent à une trop intense souffrance par un évanouissement, il ne restait à son esprit qu'à s'abriter sous une couche d'insensibilité aussi dure que la pierre, tandis que les facultés de sa vie animale restaient entières. En cet état, la voix du prédicateur tonnait sans pitié, mais inutilement à ses oreilles. Durant la dernière partie du supplice, l'enfant perça l'air de ses cris. Esther tenta de la calmer machinalement, mais ne parut qu'à peine sympathiser avec ses tourments. Elle fut reconduite en prison, dans la même attitude endurcie, et disparut au regard du public, derrière la porte bardée de fer. Ceux qui l'avaient suivie des yeux chuchotèrent que la lettre écarlate jetait une lueur sinistre au long du sombre corridor. Bonjour et bienvenue sur le deuxième vlog lecture sur la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Alors, on a lu le prologue et les 3 premiers chapitres, dont le premier qui est très court, ce qui représente maintenant 24% du livre. Et donc c'est un livre qui compte 23 chapitres et une conclusion qui fait un petit peu plus de 200 pages, 205 par là. Eh bien, je trouve que cette Esther Prynne, je pense très sincèrement que ça va devenir une de mes héroïnes favorites. Mais quelle force! C'est impressionnant. Bon, par contre, je me suis fait spoiler sur la fiche Wikipédia. Si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe, n'allez pas lire la fiche Wikipédia. Donc, je ne dirai pas plus et je vais tourner un petit peu autour du pot, histoire de... Je n'émettrai pas de théorie. Je ne veux pas vous spoiler parce que je veux que vous découvriez l'œuvre aussi. Donc j'ai été spoilée du quoi, du qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas été spoilée du comment, de comment ça s'est passé, tout ça. Je sais pas si on va découvrir en fait la manière dont cet enfant-là est né. La manière dont Esther a rencontré son amant et l'a conçu, quoi. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est une agression? Enfin, est-ce que c'est un viol? Pourquoi est-ce que son époux n'est pas là? Parce qu'il est supposé être disparu en mer. Je vous avouerai quand même que j'ai un énorme soupçon que l'étranger qui a l'épaule gauche qui est plus haute que la droite, qui vient d'arriver avec l'Indien et qui a l'air quand même de reconnaître Esther, qui l'a reconnue aussi, je pense que c'est son mari. Et qui doit se dire, bah dis donc, aux dernières nouvelles, une grossesse c'était 9 mois, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vus. Je blague, mais d'un côté quand même, je la comprends. Parce que un mariage, un couple est supposé vivre ensemble, même s'il peut y avoir des périodes de séparation pour des raisons diverses et variées. Et je me dis, si tu sais qu'il y a une date de début et une date de fin à un départ et que l'homme va revenir, tu te dis, bon, tu peux prendre ton mal en patience. Mais là, l'impression que j'ai, c'est que c'est une femme jeune et belle qui a été mariée à quelqu'un de vieux, de plus âgé qu'elle. Et je reste vague, hein, parce qu'il y a des trucs que je sais, mais je ne sais pas tout. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est un couple avec une grande différence d'âge, que c'est peut-être un mariage qui est arrangé. Donc peut-être, il n'y a peut-être pas d'amour entre les deux.
ou au moins, peut-être que son mari est parti très tôt et qu'ils ont à peine eu le temps de se connaître, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de faire grand-chose non plus. Et du coup, si elle est jeune et que lui, il la laisse des mois, des années, et qu'ils n'ont pas pris le temps de se connaître non plus. Je sais qu'il y en a pour qui l'adultère, c'est un sujet vraiment touchy. Quand je vois des fois des commentaires sur des trucs comme le personnage de Laurie dans The Walking Dead, donc le personnage de Laurie dans The Walking Dead, c'est une femme à qui on a dit que son mari était mort dans un contexte où il y a des zombies partout, donc où n'importe qui peut mourir n'importe quand. Et l'homme qui était supposé, Shane, l'homme qui était supposé aller sauver Rick, n'a pas pu le faire. En fait, il s'est retrouvé complètement débordé par la situation. Et il a, pour réussir à convaincre Laurie qu'il fallait se barrer d'Atlanta parce que Atlanta a été bombardée un petit peu après, il lui a dit que Rick était mort et comme ça, du coup, choc, hop, je mets Laurie et le gamin et les bagages dans la voiture et on va essayer de trouver quelque part pour s'abriter et être en sécurité. Je sais que Laurie, c'est une femme qui a été bâchée, mais un personnage qui a été bâché sur des réseaux sociaux par rapport à l'adultère. Mais pour moi, l'adultère, dans ce cas-là, dans le cas de Laurie, pour elle, son mari était mort. Certes, il ne se passe que quelques semaines avant que son mari ne revienne, et elle a déjà eu le temps de coucher avec Shane. Mais les circonstances étant que, ils ne vivent pas du tout dans un monde qui est sécure, ils ne savent pas s'ils vont être vivants le lendemain. Donc au bout d'un moment, Et tiens, d'ailleurs, je pense que j'avais déjà parlé de cette anecdote, le côté des circonstances qui font que. Je crois bien que c'est dans un livre de Patrick Chauvel, qui est un reporter de guerre qui devait être peut-être au Liban, par là-bas, où en gros ça pétait de partout. Il était dans une ville où ça pétait de partout. Il était planqué sur un toit avec une femme de là-bas, donc une femme musulmane, une jeune femme musulmane voilée, tout seul. Ça bombardait. Donc ils ne savaient pas s'ils allaient survivre. Peut-être qu'ils allaient mourir tous les deux là. Et ils ont fait l'amour. Et je trouve ça très beau. Faites l'amour, pas la guerre, il paraît. Je ne sais plus d'où ça vient. Je vous mettrai les liens vers les livres de Patrick Chauvel. J'en ai lu. Je crois qu'il a un de ses livres qui s'appelle Reporter de guerre, qui est vraiment exceptionnel. Et il a un autre livre qui est d'une chialance absolue, qui s'appelle Sky. Et Sky, ça parle d'un de ses amis, une amitié très forte avec un Indien d'Amérique, donc un natif américain, avec toutes les conséquences de la déculturation des Indiens et comment ils perdent leur identité et comment ils sont complètement paumés. Et c'est absolument déchirant, c'est une histoire vraie. Je vous mettrai le lien de ces deux bouquins. Et je reviens à la lettre écarlate parce que c'est un peu de ça qu'on cause. Mais je sais donc que l'adultère, c'est un sujet touchy pour beaucoup d'entre vous. Je pense que à titre personnel, c'est quelque chose qui ne passerait pas du tout si ça m'arrivait. Mais en même temps, je me dis que je cherche toujours, pas forcément des excuses, mais je cherche à comprendre pourquoi une personne trompe l'autre, pourquoi une personne est trompée, parce que c'est quand même un couple. Donc, est-ce que y a sans doute un peu de frustration, sans doute pas mal de non-communication dans le couple, peut-être c'est quelqu'un de nouveau qui est arrivé, ou j'en sais rien, c'est vraiment circonstanciel et je trouve qu'on ne peut pas vraiment juger les gens qui trompent et on ne peut pas forcément non plus ne faire qu'excuser les gens qui sont trompés. Et là, mais purée, je trouve que c'est d'une violence par rapport à Esther Prynne, le fait que, c'est le tribunal de là-bas qui a décidé de la sentence, et en fait elle affronte le tribunal populaire parce qu'elle est montrée du doigt, et en plus elle doit porter la preuve, le stigmate de son péché. On parle de péché, hein, on ne parle pas d'illégalité, on ne parle pas d'infraction, de délit ou de crime, on parle de péché.
moi je trouve que ça pue. Un côté, enfin, personnellement, j'adhère pas du tout. Je pense qu'on aurait dû lui foutre la paix. Mais bon, c'était l'organisation sociale de l'époque qui punissait aussi les femmes qui avaient, et peut-être bien les hommes aussi, qui avaient des rapports en dehors du mariage. Ah, c'est pas facile. Mais je trouve que l'auteur, Nathaniel Hawthorne, il réussit à dresser le portrait d'une femme qui est d'une force, comment il la décrit, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui va suivre tout le long du bouquin. Le fait que c'est pas forcément qu'elle se croit au-dessus des autres, c'est que elle est sans doute plus belle que les autres femmes. Et puis elle a vécu combien d'années ou combien de mois ou d'années toute seule sans son mari. Ça veut dire qu'elle menait sa vie elle-même et qu'elle n'était pas sous la coupe d'un homme qui disait tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et à moins qu'elle vivait sous la coupe de quelqu'un d'autre et qu'elle n'en faisait qu'à sa tête. J'ai l'impression qu'en ayant accédé en fait au statut de femme mariée, même si son mari n'était pas dans le... Ça, c'est juste des suppositions, hein, je me trompe peut-être. Mais même si son mari n'était pas là, en fait, elle avait la belle vie, entre guillemets, parce que elle menait sa vie comme elle l'entendait. Et ça, c'est des choses qui résonnent beaucoup en moi. Par exemple, dans les lectures comme les Jane Austen, les Sœurs Brontë, là où j'avais écouté en livre audio Jane Eyre et Léo de Hurlevent. Je pense que je vais les lire pour la chaîne, là j'ai très très envie. J'ai très très envie. J'aime beaucoup, il y a des personnages de femmes qui sont magnifiques. Mais bref, Esther Prynne, je crois que ça va devenir une de mes héroïnes. Mais je trouve que l'écriture est très belle. Je trouve qu'il fait de très longues phrases. C'est pas évident. Il est... des fois je revenais un peu en arrière, genre ouais, attends, elle commençait où elle est où la majuscule? Mais le langage est très beau. Lui, il essaie un petit peu il juge en fait négativement le puritanisme de l'époque, donc c'est 150 ans à 200 ans avant lui, sachant que lui, il faisait partie... donc là, ça se passe à Boston, hein, c'est pas à Salem. Mais lui, c'est un des descendants de gens qui ont cramé des sorcières à Salem, qui ont cramé des gens innocents à Salem. Si vous n'avez pas lu le prologue, par rapport à la vie de Nathaniel Hawthorne, il est né à Salem, c'est le descendant de la famille Hathorne, Hathorne. Quand il a un petit peu farfouillé dans les archives familiales et qu'il a découvert ce que ses ancêtres ont fait, il s'est renommé Hawthorne en rajoutant un W à Hathorne pour un peu rompre avec la famille. Et surtout, il n'est pas du tout d'accord avec... il se construit vraiment en opposé à cette ascendance qui le débecte. Si vous voulez en savoir plus sur les procès de Salem, parce que j'entends complètement que vous n'ayez pas écouté tout le prologue, parce que honnêtement, je l'ai trouvé très long. Il était sympa à lire, mais je l'ai trouvé vraiment très long. C'était archi long. Mais... je vais vous mettre le lien vers la vidéo d'Occulture sur le procès de Salem, parce qu'en fait, ils n'ont pas cramé des sorcières, c'est une famille qui voulait récupérer des terres, donc ils ont buté l'autre famille. Ah, pourquoi pas. Et des sympathisants de l'autre famille aussi, parce que tant qu'à faire. Donc, ils ont un petit peu raflé toutes les terres qu'ils voulaient, à peu près, et ils ont buté plein de gens. Je crois que c'était 17, un truc comme ça. Et ça, c'est que sur le procès de Salem, parce qu'il y a eu des procès dans les villes autour. Bonjour Gabi! Oh, elle était malade tout à l'heure, ma petite pépette. Elle avait mal au ventre. Donc elle a eu des petites croquettes magiques. Parce qu'elle avait fait des gros miaou de j'ai mal au ventre. Bah ouais. Donc voilà. Je trouve que c'est très prometteur. Je trouve qu'Esther Prynne a l'air d'être un personnage qui est très fort et je pense que je vais le kiffer. L'étranger là qui revient et qui connaît Esther, je suis quasiment sûre que c'est son mari, hein, qui est parti depuis longtemps, et il y a vraiment l'air d'avoir un écart d'âge au niveau du couple. Ça a quand même l'air d'être un personnage, ça a l'air d'être un bon personnage. Donc ça me rassure beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de la caractérisation des personnages, Hawthorne, il maîtrise son truc.
Je trouve ça très beau en fait. Il a même, vous avez vu là tout le background quand Esther Prynne en fait pour affronter un petit peu la honte d'être sur le pilori, enfin sur l'estrade du pilori, repense d'où elle vient, à ses parents, à sa mère et compagnie. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc j'ai dû me freiner pour pas enchaîner sur le 4e chapitre. Parce qu'il me semble que, alors selon le découpage que j'ai fait, je crois que je vais les lire 3 par 3. Je lis le chapitre 4, 5, 6... Oui, voilà. Il me semble que je vais les lire à peu près 3 par 3 et je pense que je vais rusher sur le dernier. Ils sont un petit peu longs, les chapitres, enfin raisonnablement longs, un quart d'heure à peu près, un quart d'heure par chapitre à peu près. Je ne sais plus exactement comment j'ai découpé, on verra, mais là on est à la page 52 sur 205 à peu près. Donc voilà, bon bah j'adore, je kiffe. Et je pense que après il faut que je fasse un choix sur la lecture suivante la lettre écarlate, la lecture suivant la lettre écarlate. Soit je repars du côté de chez Jane Austen avec Orgueil et Préjugés, que j'ai vraiment envie de relire aussi, ou je repars du côté des Sœurs Brontë et je pense, en fait, les Sœurs Brontë, j'ai aussi envie de tout lire. Par contre, j'ai pas tout trouvé des Sœurs Brontë sur le net. En e-pub gratuit, il me semble, il y a peut-être des livres qui n'ont pas été traduits, donc je me demande si je vais pas faire par ordre de publication des Sœurs Brontë, en alternant l'une à l'autre. Je crois qu'Émilie Brontë, qui a écrit Les Hauts du Hurlevent, n'a écrit que Les Hauts du Hurlevent. De toute façon, elles sont toutes mortes très jeunes, elles ont une vie pas évidente, elles n'ont pas eu une vie très heureuse, ces jeunes femmes. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions de lecture. Ah oui, en suggestion de lecture aussi, j'ai été farfouiller ce qu'il y avait sur e-book gratuit. Je suis tombée sur Belphégor, le fantôme du Louvre. Je suis tombée sur le fantôme de l'opéra. En fait, le fantôme de l'opéra, j'y ai pensé parce que je suis la chaîne secondaire de Thiboudou Boudou, donc Thiboukine, qui a lu en lecture commune, il me semble, le fantôme de l'opéra, donc le livre classique, parce qu'elle va lire une réécriture du fantôme de l'opéra, où elle vient de lire une... Enfin bref, elle m'a donné envie de le lire, donc j'ai jeté un œil et j'ai mis des petites pastilles un peu partout sur mes e-books classiques pour dire tiens, jette un œil à ça. Donc voilà. À tout bientôt, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis allez chiche, moi si j'y pense, mais en soutien à Esther Prynne, je vais me faire un petit A rouge en, je sais pas ce que, peut-être en crochet et je le porterai parce que merde, la pauvre, et ben elle est forte quand même. À tout bientôt, rêvez tout grand.